On vous souhaite la bienvenue à ériclatour.com. Dans quelques instants, on vous parle du plan d'action 2015 de la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu concernant l'accessibilité. Donc, ça concerne notamment les personnes handicapées ou à mobilité réduite. Mais d'abord, parlons d'une Joannaise qui s'illustre sur la scène québécoise. Elle est la nouvelle PDG du regroupement des jeunes chambres de commerce du Québec. L'une des nôtres est maintenant présidente directrice générale du regroupement des jeunes chambres de commerce du Québec. Il s'agit de Julie Labrec. Bonsoir, bienvenue, félicitations. Bonsoir, merci. Donc, en poste depuis le 1er décembre dernier. L'annonce, par contre, a été faite officiellement par votre communiqué à la fin février. En même temps, le visage n'est pas inconnu parce que Julie Labrec a été impliquée dans différents trucs dans les dernières années. On vous a même vu dans l'investiture libérale fédérale l'automne dernier. Qu'est-ce qui fait que Julie Labrec, aujourd'hui, est PDG du regroupement des jeunes chambres de commerce? Premièrement, c'est l'envie que j'avais de relever des nouveaux défis. C'est une envie que j'ai toujours en moi, d'ailleurs. Je suis une fille de défis, je suis une fille d'action, de décision. Puis le regroupement des jeunes chambres de commerce, le poste de PDG me permettait et me permet de combiner mes passions pour, oui, la relève d'affaires, mais pour l'économie, la politique, le monde des affaires, le commerce, les relations internationales aussi. Tout ça faisait en sorte que c'était un poste qui était intéressant, là, qui rassemblait beaucoup de mes intérêts. Comment s'est présentée cette opportunité-là? Parce qu'en même temps, bon, là, vous avez eu un jeune bébé qui a aujourd'hui 7 mois, donc vous étiez en congé de maternité, mais auparavant, vous étiez chez BMO. Oui, tout à fait. Il faut dire que j'ai toujours été impliquée bénévolement pour le regroupement des jeunes chambres de commerce du Québec. J'ai été sur le conseil d'administration quelques années, ensuite sur le bureau de direction à titre de vice-présidente et première vice-présidente. Donc, ça fait des années, là, ça fait environ 7 ans que je suis impliquée au regroupement des jeunes chambres de commerce du Québec. Puis, au mois d'octobre dernier, Christian Belair, mon successeur, a annoncé son départ pour se partir lui-même des projets d'entreprise. Alors, l'opportunité s'est ouverte au mois de fin octobre dernier, en fait. Bon, quand on regarde le parcours professionnel, donc vous êtes une diplômée de McGill en administration. Vous avez travaillé donc chez Vacances Canada à Paris, Intra-Ouest, les hôtels Lowe's et BMO Banque de Montréal. Vous étiez quoi à la succursale Saint-Bruno à titre de... Directrice de succursale pendant presque 3 ans. Qu'est-ce qui fait que ce parcours-là vous amène au regroupement des jeunes chambres de commerce? C'est quoi le lien, c'est quoi le fil conducteur entre tout ce que je viens de nommer là? Honnêtement, c'est le leadership. C'est le leadership. Ça prend quelqu'un qui a du leadership pour aller diriger le regroupement des jeunes chambres de commerce, étant donné que c'est un poste qui est, si on veut, sous la gouverne d'un conseil d'administration. Donc, c'est sûr que la différence entre la Banque de Montréal, c'est sûr qu'à la Banque de Montréal, j'avais un cadre très strict avec des normes, des méthodes à respecter. On n'avait pas beaucoup de latitude dans nos décisions. Oui, très serré. Tandis qu'au regroupement des jeunes chambres de commerce, bien là, j'ai beaucoup plus de latitude pour développer des nouveaux projets, arriver à plusieurs fins, en fait. Puis c'est toujours le leadership. Ça prend quand même quelqu'un qui est très décisionnel pour arriver à ces postes-là, autant comme directrice de succursale que comme PDG du regroupement. Ça prend quelqu'un qui est capable de prendre des décisions, avoir la créativité d'amener des nouveaux projets, gérer l'équipe. Moi, je gère actuellement une 50aine de bénévoles au quotidien là, au regroupement des jeunes chambres de commerce. C'est 8 000 membres. Est-ce que c'est plus difficile de gérer 50 bénévoles que de gérer, je ne sais pas moi, 25 employés d'une succursale? Je pense que oui. Oui, je pense que oui. Chacun, c'est des défis différents, mais avec des bénévoles, c'est certain qu'il faut les mobiliser. Hein. Ils ne sont pas payés, donc l'argent, c'est pas ça leur motif là, de travailler. Je n'ai pas un bonus pour eux à la fin de l'année. Il faut qu'ils soient mobilisés, il faut qu'ils soient engagés. Donc, c'est un défi différent. Tandis que c'est sûr que les employés, j'ai des employés aussi au regroupement, bien sûr. On est une équipe de 5 à la permanence, que je dois eux aussi motiver, mobiliser, reconnaître, etc. Donc, il y a des ressemblances. Puis c'est sûr qu'on se fixe des objectifs. Puis moi, je suis la personne qui détermine, comment on fixe nos objectifs, comment on se surpasse, etc. Bon, les gens dans l'ensemble connaissent les chambres de commerce ou les regroupements de chambres de commerce. Il y a aussi des jeunes chambres de commerce. On en a une, nous, ici, dans la région. Il y a un autre regroupement aussi. Mais le regroupement des jeunes chambres de commerce, ça veut dire quoi comme organisation? Oui, en fait, on a une quarantaine d'organisations qui sont membres du regroupement, qui, eux, avec leur membership, ont tous des membres, évidemment. Donc, on a 8 000 membres en tout. Parce que les membres des jeunes chambres de commerce sont nos membres. Donc, nous, ce qu'on fait pour nos jeunes chambres de commerce, nos priorités, c'est de les soutenir dans leur projet de développement, de leur amener des nouveautés, des nouveaux projets. Exemple, on reçoit David Hurtel le 20 mars à Drummondville. Donc là, il y a la jeune chambre, c'est une activité interjeune chambre. Donc, il y a la jeune chambre de Trois-Rivières, Victoriaville, Drummondville. On rassemble des membres pour faire une activité avec David Hurtel, le ministre de l'Environnement.
C'est des genres de choses qu'on va organiser. On organise un gala, un concours interjeunes chambres annuel. On leur déploie de la formation, des outils pour leurs jeunes chambres pour aller chercher des nouveaux membres, du financement, etc. On est plus comme la Fédération des chambres de commerce du Québec, mais pour les jeunes chambres de commerce. Qu'est-ce qui définit une jeune chambre de commerce? En quoi c'est différent d'une chambre de commerce? C'est l'âge? Oui, c'est l'âge. En gros, la plupart des jeunes chambres, leur membership, leurs règlements généraux leur permet des membres entre 18 et 35. Il y en a quelques-unes que ça va jusqu'à 40. Ça dépend des règlements généraux de la jeune chambre de commerce. Puis il y a deux types de jeunes chambres de commerce. Il y a des ailes jeunesse et il y a des jeunes chambres de commerce. Donc, il y a des jeunes chambres de commerce qui sont des entités distinctes, enregistrées au registre des entreprises, avec leur nom, avec leurs états financiers, etc., qui sont leur propre CA, donc qui sont décisionnels dans leurs décisions. Puis, il y a des ailes jeunesse qui, eux, sont un peu des branches de chambres de commerce. Mais qui sont membres chez vous quand même? Oui, qui peuvent être membres chez nous quand même, tout à fait. Bon, parce que prenons l'exemple régional ici, puis c'est tout récent. Il y a Génération XYZ qui, depuis plusieurs années, se définit comme la jeune chambre. Ouais. Là, à la chambre de commerce, il y a maintenant une aile jeunesse là, qui vient de pousser, qui vient de naître. Donc ça, c'est vraiment l'exemple typique où on a deux types d'organisations, mais au final, c'est des jeunes gens d'affaires de moins de 40 ans, Oui. dans les deux cas. Bien là, on est vraiment dans une situation unique ici au Richelieu actuellement avec la situation. Dans les autres régions au Québec, il n'y a toujours qu'un seul organisme qui est défini comme la jeune chambre de commerce là, sur le territoire. Donc c'est un cas unique. Oui, c'est un cas unique. Est-ce que c'est un défi pour le regroupement? Est-ce que le regroupement a à intervenir là-dedans? Ou pas actuellement, mais c'est sûr qu'actuellement, l'organisme qu'on reconnaît puis l'organisme qui est membre, c'est Génération XYZ. On ne s'en cache pas non plus. On souhaitait, autant que possible, que Génération XYZ puisse se relancer, se donner un deuxième souffle, réessayer de repartir l'organisme, parce que l'organisme avait déjà créé une notoriété là, dans la région depuis quelques années. Fait que, autant que possible, nous, on était contents de voir que cette relance-là fonctionne. Ils ont fait une belle activité la semaine dernière. Puis c'est eux qui sont membres actuellement chez nous. Bon. En quoi les besoins des jeunes gens d'affaires sont-ils différents des gens d'affaires plus accomplis dans la vie? Bien, les jeunes gens d'affaires aiment bien réseauter entre eux parce que leur besoin, c'est de se créer un réseau. Les gens d'affaires de la grande chambre ont souvent déjà leur propre réseau, sont un petit peu plus fermés. On ressent que les gens là, nous le disent, qu'il y a souvent plus une fermeture de la grande chambre pour accueillir les jeunes, la relève, etc. Donc, les jeunes gens d'affaires, mais c'est ça, ils vont chercher à s'ouvrir un réseau de contacts. Puis, c'est un petit peu plus embryonnaire, des fois, leur projet d'affaires. Fait qu'ils vont chercher de l'information. Leur entreprise est plus en démarrage. Fait que c'est d'autres types d'informations qu'ils vont chercher versus les membres d'une grande chambre de commerce. Donc, le regroupement, lui, vient attacher ces 40 organismes pour totaliser donc 8 000 membres partout au Québec. Exact. Est-ce que ça implique, dans votre cas, beaucoup de déplacements? Oui, principalement à Montréal, Québec, centre du Québec, mais effectivement, l'automne prochain, on prévoit une grande tournée à travers le Québec. Alors là, ce sera un mois de déplacement pour couvrir toute la province, les 15 régions administratives sur un mois, avec une grande tournée pour stimuler l'entrepreneuriat. Oui, ça me demande quand même beaucoup de déplacements. Donc, les membres de votre conseil d'administration sont quoi? Sont principalement des présidents des autres organismes membres? Non, pas plus nécessairement, maintenant. On a changé notre structure de gouvernance il y a maintenant 1 an et demi. Avant, c'était le cas. Chaque jeune chambre de commerce avait un membre représentant sur notre conseil d'administration, ce qui faisait qu'on avait un conseil d'administration de 38 personnes, ce qui était difficile à gérer. Côté stratégique, c'était pas la meilleure façon aussi d'avancer dans des décisions stratégiques. Donc, il y a eu tout un processus de refonte qui a duré environ 1 an pour refaire le conseil d'administration. Puis maintenant, c'est vraiment quelques personnes de jeunes chambres. C'est un conseil d'administration constitué de 11 personnes. Il y a des personnes externes, un président. Et puis, dans le fond, la structure est la bonne actuellement. Qui assume la présidence du CA en ce moment? Marc-André Houle, qui est avocat en syndic de faillite, qui est de Trois-Rivières. Bon. Outre le réseautage, les ateliers, la formation, est-ce qu'en même temps, le regroupement est ou peut être un organisme de pression ou de lobby à l'égard des institutions, des gouvernements, des instances? Tout à fait. J'arrive il y a 2 semaines de des consultations prébudgétaires au gouvernement provincial où là, on a présenté un mémoire avec 3 grandes priorités pour le prochain budget. Comme je vous dis, on rencontre David Hortel et là, on s'occupe de prévoir certains points, certaines demandes. Tout à fait. Là, on fait des pressions. On est la voix de la relève d'affaires au Québec. C'est notre slogan, c'est notre vision d'être la voix de la relève d'affaires du Québec.
donc pour représenter les jeunes gens d'affaires. Puis on consulte nos jeunes chambres avant de faire différents communiqués de presse, etc. On a des grands dossiers, exemple la relève d'affaires, c'en est un. On souhaite qu'il y ait des mécanismes qui soient mis en place par le gouvernement pour faire en sorte qu'il y ait pour faciliter le transfert d'entreprise, en fait, entre générations familiales, de un. Ça, c'est un défi. Tout à fait, un très grand défi. Beaucoup d'entreprises comme ça. Tout à fait, parce que dans les 5 prochaines années, il y a un tiers des entreprises qui va changer de main. Donc, il faut rapidement enclencher des processus pour faciliter ça. Deuxième grand dossier qu'on a, c'est les jeunes sur les conseils d'administration. On fait plusieurs pressions, comme actuellement, Hydro-Québec ont des sièges de vide sur leur conseil d'administration. Donc, on fait les pressions nécessaires pour qu'il y ait des jeunes qui soient amenés à siéger sur ces conseils d'administration-là de sociétés d'État. Puis, le deuxième, c'est tout ce qui est l'équité intergénérationnelle. Donc, les budgets, qu'on ait une vision à long terme dans les budgets pour du moins assumer que l'équité intergénérationnelle va être prise en compte à chacun des budgets. Comment se passe la conciliation travail-famille? Très bien. Écoute, on ne peut pas se plaindre. C'est sûr que j'ai un conjoint qui est très, très impliqué, qui se promène beaucoup, qui s'occupe de notre garçon Roméo. Puis on est bien équipé côté famille, tout ça, pour prendre soin du petit, parce que c'est certain que je fais beaucoup, beaucoup d'heures. Et le transport? Ça va bien, honnêtement. Quelqu'un qui fait des heures régulières là, à Montréal, on peut vraiment pas se plaindre du service d'autobus. Je pense pas. Quelqu'un qui fait du 8 à 6 là, dans ces heures-là, ça va très bien, les directs jusqu'à Montréal. Je me plains pas du service d'autobus. Puis quand j'ai des heures extensionnées, mais c'est sûr que j'emprunte le pont Champlain en auto, là, mais ça va très bien. Julie Labrec, merci beaucoup. Félicitations merci, encore une fois, Eric. puis bonne chance dans ce nouveau mandat. Merci beaucoup. Reste avec nous, on vous revient immédiatement après ceci. Divertir dans le confort de votre foyer. Télébingo, TVHR. Tous les dimanches matins, 9h30. Avec votre meneur de jeu, Alain Rameau. C'est un rendez-vous. Coulisses Bêta, version 3.0, jeudi, 19h. Parlons d'accessibilité et du plan d'action 2015 de la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu. 4 invités pour en parler. D'abord, Mélanie Dufresne, qui est conseillère municipale et responsable du dossier accessibilité. Bonsoir. Bonsoir. Marie Côté, coordonnatrice des services aux personnes handicapées. Bonsoir. De même que David Lesnick, qui est chef des bâtiments aux travaux publics. Bonsoir. Bonsoir. De même que André Morissette, organisatrice communautaire, programme de soutien à la communauté au Centre montérégien de réadaptation. Bonsoir et bienvenue. Mélanie Dufresne, je commence avec vous d'abord. Pour l'aspect politique de la chose, pour le conseil, pour les élus, en quoi l'accessibilité à tous les services et aux bâtiments de la Ville est une préoccupation pour le conseil? Elle est une préoccupation parce que la population est de plus en plus vieillissante. Alors, c'est sûr qu'on va être confronté avec des personnes qui vont être davantage à mobilité réduite. On peut parler aussi de problématiques au niveau de l'audition, du visuel. Donc, ce n'est pas seulement des personnes qui ont des problématiques, comme on dit, personnes handicapées, mais c'est aussi la personne vieillissante. C'est aussi la famille. On parle d'accessibilité universelle, donc des familles avec des carrosses qui veulent embarquer dans l'autobus, par exemple. C'est aussi une question d'accessibilité. Marie Côté, c'est pas la première année qu'on parle du plan d'action à l'égard de l'accessibilité. Ça fait quoi, une dizaine d'années qu'on parle de ça? Depuis 2005, le plan d'action 2015, là, c'est le 11e plan d'action visant l'accessibilité à la Ville. Il y a une obligation ministérielle, je pense, par rapport à ça. Oui, il y a une loi qui a été adoptée en décembre 2004 qui oblige les municipalités de 15 000 habitants et plus à adopter annuellement puis à rendre public un plan d'action pour réduire les obstacles à l'intégration des personnes handicapées. Ceci étant dit, la municipalité est rendue, je pense, dans ses considérations au-delà de cette obligation-là. Qu'est-ce qu'on a fait en 10 ans? En résumé, là, les grandes lignes. En résumé, écoutez, on a réalisé plus de 260 mesures. Évidemment, on a beaucoup travaillé dans les premières années
dans la réalisation de mesures beaucoup plus spécifiques, des feux de circulation à certaines intersections qui étaient problématiques, des portes de bâtiments qui étaient trop lourdes. Aujourd'hui, on est rendu à travailler davantage à l'analyse de l'accessibilité de nos services en général. Donc, à la municipalité, les employés, dans le travail de tous les jours, avant de concevoir de nouveaux services, on travaille à se créer des grilles d'analyse, des outils de travail pour concevoir nos nouveaux services de manière à ce qu'ils soient accessibles au plus grand nombre. Bon. David Lesnick, parlons de l'analyse, entre autres, des bâtiments municipaux. On sait qu'il y en a quand même plusieurs. Est-ce qu'ils sont tous, je ne dirais pas conformes, mais est-ce qu'ils sont tous maintenant, disons, adaptés, si on parle d'accès physique au lieu, là, notamment pour les personnes à mobilité réduite, les fauteuils et tout ça, est-ce que, généralement, nos bâtiments municipaux sont corrects en ce moment? Quelques-uns, oui, mais je dirais en général, il y a des travaux à faire. Nous autres, ce qu'on fait à chaque année, on analyse les bâtiments. L'année passée, on a ciblé 3 bâtiments. On avait le Bougainvilliers, caserne 1, caserne de pompiers, puis aussi la Paleste à Iberville. Donc, nous autres, ce qu'on fait, on fait un parcours sans obstacle. On travaille avec le CMR, on travaille avec des organismes pour nous aider à réaliser des rapports pour ensuite lister des interventions. Les interventions, nous autres, ce qu'on fait, on les liste, on les priorise par année, puis c'est de là qu'on vient à faire des actions à chaque année. Comme que Marie parlait, on est beaucoup maintenant sur les portes automatiques, puis dans les prochaines années, il va y avoir d'autres actions qui vont être prises. Au niveau des autobus, oui. Moi, je ne suis pas un utilisateur du transport collectif nécessairement, mais est-ce que les autobus sont généralement accessibles aux personnes à mobilité réduite? L'autobus, en général, c'est des flips. Là, des nouveaux autobus qui vont être achetés, puis c'est un flip. Donc, est-ce que l'autobus est accessible? Oui. Mais le problème qu'on a, c'est que souvent, tu vas voir les trottoirs, les abribus. Actuellement, ce n'est pas accessible. Ce qu'on veut faire, c'est qu'on veut être capable d'aménager nos trottoirs, nos abribus pour être en mesure de dire qu'on est à 100 % accessible. Fait que c'est un plan d'action à venir dans les prochaines années. André Morissette, quelle est l'implication du Centre montérégien de réadaptation à l'intérieur du plan d'action que la Ville instaure année après année? D'abord, le Centre montérégien de réadaptation, on travaille en adaptation et réadaptation pour des personnes qui ont une déficience motrice, déficience auditive et déficience du langage. On est présent depuis 23 ans en Montérégie et tout dernièrement, c'est-à-dire l'année dernière, on a mis en place un programme de soutien à la communauté. On a organisé ces services-là autour d'une équipe de 6 intervenants et on crée des liens avec des partenaires, des municipalités de l'ensemble de la Montérégie. Et je dois dire que depuis le début de ce projet, de ce programme-là, on a un très bon lien avec la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu. Donc, notre rôle, c'est par notre expertise, nos connaissances spécialisées en adaptation et adaptation, on peut jeter un regard sur tout ce qui est adaptation, accessibilité universelle, comme on nommait tout à l'heure, et de se présenter dans la ville, d'être présent physiquement, entre autres par l'intermédiaire d'une ergothérapeute qui vient dans les bâtiments, on a nommé le Bougainvilliers, entre autres. Elle va venir évaluer les lieux et donner son avis sur tout ce qui est fonctionnel. Donc, on connaît bien la clientèle, on peut avoir un regard très concret sur qu'est-ce qui serait à modifier, à adapter. On suggère, on produit un rapport tout à fait gratuitement et on le remet aux gens de la Ville pour qu'ils puissent ensuite décider des démarches qui sont prioritaires pour eux. Donc, souvent, c'est tant qu'on n'a pas testé nous-mêmes ce que c'est que de se buter à un endroit, c'est difficile, je pense, de le percevoir. Je pense que les élus l'an dernier avaient fait l'exercice, là, le temps d'une heure ou deux, je ne sais pas, de se promener en fauteuil ou les yeux bandés ou des trucs comme ça. Dans votre cas, c'était quoi l'exercice? Moi, je pense que j'avais un corset autour du cou. OK. Mais de là qu'on a réalisé aussi que l'accessibilité universelle, c'est important d'y penser avant d'engendrer des rénovations de bâtiments, avant de construire, avant de faire les rues. Donc, ça nous a amené plus loin dans notre réflexion pendant qu'on était munis de différents appareils orthopédiques et tout le reste. On était très chic d'ailleurs. Ça nous a fait réfléchir. Mais souvent, on n'y pense pas. Je compte une brève anecdote. Nous, ici, dans une année de télévision, ça arrive occasionnellement qu'on reçoit des gens en fauteuil. C'est rare, mais ça arrive. On a eu une invitée l'automne dernier. La dame me dit, avez-vous... moi, dans ma tête, à moi, le trottoir ici à l'entrée, là, il est pas mal, comme on dit, à la même égalité. Dans ma tête. Quand la dame arrive, on s'aperçoit que pas du tout, il y a à peu près... mais on le sait, on le sait pas. On ne regarde pas tout le temps. Bon, finalement, on a arrangé quelque chose pour faire entrer la personne. Je voyais pas très loin d'ici le restaurant, je pense que c'est Viva Pasta, là, qui a comme une espèce de grille jaune amovible qu'on peut mettre entre le trottoir et le palier. Mais tant qu'on n'est pas confronté, on ne le sait pas.
Tout à fait. Non, exactement. Puis même, tu as les architectes, tu vas prendre le code, puis ils vont dire, OK, ça prend une rampe de 1,12. Mais ce qu'on voit, c'est que ça prend une rampe 1,15 pour le monde qui veut en fauteuil roulant. Quand tu te fies au code avec les architectes, le problème, c'est que ça ne répond pas à 100 à ce que ça prend en accessibilité universelle. C'est pour ça qu'on est chanceux d'avoir du monde qui nous aide, le CMR, puis qu'on travaille ensemble pour vraiment penser en avant. Parce qu'avant de faire un projet, il faut penser à ces choses-là, parce que dès que tu pars en projet, qu'est-ce qui va être sorti par le code, ça ne répond pas nécessairement à l'accessibilité universelle. Puis c'est pour ça que je pense aussi que c'est important pour la municipalité. Puis tantôt, je disais, on a fait un grand bout de chemin au cours des 10 dernières années. Puis principalement parce qu'on a la collaboration de nos partenaires, Centre Montérégie de réadaptation, le SRSOR également, l'Institut Nazareth-Ouibraille, mais aussi on fait appel à des citoyens qui vivent avec des limitations, donc qui ont des handicaps, une déficience physique ou une déficience visuelle, pour effectivement prendre conscience de c'est quoi ces obstacles-là, c'est quoi les problématiques qu'ils rencontrent dans le milieu, parce qu'effectivement, nous, on ne la vit pas, cette situation-là. Et ce qu'on se rend compte aussi à la municipalité quand on travaille, et ça fait partie de mon travail, avec l'ensemble des services municipaux, les gens ne sont pas de mauvaise foi, ils ne veulent pas créer des obstacles. Ils ne connaissent pas la situation des personnes handicapées. C'est pour ça que c'est important de travailler en partenariat avec le milieu. Madame Morissette, si vous aviez donné une note à la Ville de Saint-Jean, est-ce qu'elle se situe quand même correctement par rapport aux autres villes en Montérégie? On a un très bon lien avec la Ville de Saint-Jean. Ce que je disais à mes collègues tout à l'heure, c'est que moi, de par mon rôle, je circule dans plusieurs municipalités en Montérégie. Et souvent, je nomme la Ville de Saint-Jean de par la diversité de ses projets, de par son ouverture, de par son aisance à faire appel à notre expertise. C'est fort intéressant. Ils ont trouvé la voie facile pour nous rejoindre et rapidement, on peut venir évaluer les différents milieux, les bâtiments. Ça peut être au niveau du loisir, du sport adapté. On parle des bâtiments, mais l'accessibilité universelle, ça concerne beaucoup d'éléments, les organismes communautaires, les services qui sont offerts, de la formation, de la sensibilisation. Donc, la Ville de Saint-Jean est très active et c'est intéressant de la citer en exemple et ça inspire d'autres villes actuellement, je peux vous Puis on veut continuer. Mais la Ville de Saint-Jean est très active parce qu'on a des organismes comme le Centre Montérégien de réadaptation, comme l'Institut Louis Braille qui participent. Donc, j'aimerais les remercier les citoyens aussi qui partagent leurs expériences pour être capables de nous doter de mesures. Qu'est-ce qui reste à faire pour 2015? Il reste beaucoup de choses à faire, je sens qu'il en reste encore beaucoup. Mais pour 2015, dans le fond, vous voulez concentrer les efforts sur... Pour 2015, nous autres, on veut continuer de travailler. On a beaucoup nommé sensibilisation, formation du personnel, la connaissance de la situation des besoins des personnes handicapées. C'est une chose qui est fondamentale parce qu'on doit changer nos façons de faire. On veut continuer de travailler aussi à développer des outils de travail pour le personnel, des grilles d'analyse pour analyser, dans le fond, l'accessibilité de nos services, de nos lieux, de nos parcs, de nos bâtiments. Puis on veut aussi créer des outils, des fiches conseils pour aider les gens à avoir des repères. Comment rendre les services plus accessibles, comme par exemple une fiche conseil sur les événements accessibles, les événements spéciaux accessibles, puis les communications accessibles. Donc, on veut travailler principalement dans ces trois sphères-là. Quand on parle des bâtiments, je pense que vous vouliez donner l'exemple de l'achat d'un lève-personne du côté de la piscine Claude Raymond. Oui. Qu'est-ce que c'est? C'était un projet en 2014. Ce qu'on a fait, c'est qu'on s'est assis ensemble avec... il y a eu des organismes, il y a eu le CMR, il y a eu le Cégep, il y a eu Domisa. On a eu aussi l'association POSE, Service travaux publics et loisirs. Puis ce qu'on a fait, c'est qu'on voulait savoir c'était quoi le réel problème. C'est quoi qu'on pourrait faire rapidement pour vraiment répondre on voyait qu'on pouvait répondre à 80 du besoin en installant un escalier. Donc, c'est un escalier qui a coûté 3 000 qu'on rentre dans la piscine, qui est balancé pour que ce soit facile à installer. Puis juste en installant cet escalier-là, on a répondu à 80 du besoin. Ça, c'est pour pouvoir amener des gens à l'intérieur de la piscine? Exactement. C'est ça? Donc, cette année, on continue le projet. La lève-personne, on veut le remplacer, parce qu'on va être capable de répondre à 100 des besoins. Mais ce qu'on a fait, c'est qu'on a travaillé en groupe. Puis c'est là qu'on voit que quand on travaille avec du monde qui connaissent le milieu, on est capable de ressortir des vraies solutions. Madame Morissette, c'est quoi, selon votre clientèle, là, les pires trucs auxquels les gens se butent encore aujourd'hui?
Je dirais l'accessibilité des bâtiments, ça Encore? reste Ouais. complexe. En fait, le défi, c'est d'avoir un parcours qui est sans obstacle. Une personne qui va être le plus autonome possible, de se rendre de son point A au point B, ça reste un grand défi. Notre clientèle nous le rapporte, nous le nomme. Partir de chez moi, avoir une liberté d'utiliser le transport comme tous et chacun. Ça reste encore ça, de ne pas dépendre d'un horaire fixe du transport adapté, par exemple, qui est toutefois bien organisé, on s'entend, mais pour avoir pleine liberté, c'est complexe. Ouvrir une porte, c'est très lourd, les salles de bain ne sont pas adaptées. Donc, tout ce qui est fonctionnalité, ça reste un défi actuellement. Même notre hôtel de ville sur la rue Jacques-Cartier n'est pas toujours simple d'accès. Là. Non, pas du tout. L'entrée, il y a quelque chose d'un peu archaïque là, qui est encore à l'entrée, que vous allez peut-être changer un jour, là. Mais c'est pas simple parce que c'est un bâtiment qui a été fait par petits bouts. Fait qu'il y a des paliers. Il y a plusieurs niveaux. Ouais. Donc, C'est ça. quand tu veux dire un parcours sans obstacle, puis tu veux te diriger d'un côté du bâtiment à l'autre, c'est pas évident. Donc, on a des solutions qui s'en viennent, des solutions qui vont répondre aux besoins, et ça s'en vient cette année. Puis on parlait du Terminant. transport en commun. Sur le comité, d'ailleurs, on travaille à refaire le plan. On va négocier des autobus à plancher bas. Donc maintenant, c'est sûr qu'il faut avoir des trottoirs qui vont être adaptés pour le déploiement de la rampe. On travaille aussi les pastilles, l'affichage des autobus, donc les couleurs, les chiffres, toutes les icônes, ça va être à revoir aussi pour que nos utilisateurs soient bien capables de lire l'information. À vous quatre, merci beaucoup. Merci. Merci. Merci beaucoup. Reste avec nous au retour, on vous revient avec le Bavière quotidien. Camp de jour 2015, la ville de Saint-Jean-sur-Richelieu vous informe qu'il y a une centaine d'emplois étudiants disponibles en ce moment. Pour information, vous avez l'adresse Internet qui s'affiche actuellement à l'écran. À chaque semaine, on vous présente des extraits du conseil municipal. L'émission s'appelle Saint-Jean-sur-Richelieu. Vous avez la grille horaire devant vous. Également, à chaque dimanche matin à 9h30 en direct, c'est le Télébingo avec 3 500 $ en prix, carte pleine qui est à 2 000, 30 dépositaires dans la région pour acheter vos livrets. Et si vous désirez me joindre directement par courriel, Éric Latour en un mot, à commercial tvhr9.com. À demain. Bye bye.